bienvenue sur Box Télévision. Mon nom est Khalil Gueye et je vous invite à regarder ce premier numéro d'une émission que nous allons faire désormais ici qui s'intitulera « Ces Sénégalais qui changent le monde ». En fait, il y en a beaucoup et notre invité aujourd'hui, Mohamed Fall, ingénieur, docteur, établi en France depuis plusieurs années et qui est une fierté européenne aussi, sénégalaise d'abord. Mohamed Fall, bonjour. Bonjour Khalil. Et bienvenue sur Ces Sénégalais qui changent le monde. Bon, merci. Alors Mohamed Fall, merci. Nous avons profité de votre passage à Dakar pour justement discuter de votre métier et de ce que nous appelons ces Sénégalais qui changent le monde, qui sont partout dans le monde avec des idées merveilleuses et des réalisations techniques qui font la fierté justement de ces pays occidentaux. Mohamed Fall, vous êtes Sénégalais, n'est-ce pas, né à Dakar, Dakarois en tout cas. Vous avez étudié à Dakar. Quelle école? J'ai commencé par le lycée d'Olivet, école primaire, ensuite collège de la cathédrale, et puis j'ai fini par la minière avant d'aller en France. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a fait de grandes études techniques. Et parlez-nous un peu, quel est votre background sur le plan des études? Voilà, donc une fois en France, j'ai fait un cycle universitaire de licence maîtrise DEA en électronique, et puis un doctorat en électronique pure en fait. Et aujourd'hui, vous êtes un inventeur dans le IoT. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Internet of Things, c'est ça. Le gouvernement français vous a primé plusieurs fois pour vos inventions. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous avez fait. Oui, voilà. En France, il y a un concours qui s'appelle Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologie innovantes, qui s'appelle aujourd'hui Concours national ILAB. Et c'est un concours où il y a un taux de sélectivité de l'ordre de 6 à 7% des projets au niveau national français qui sont sélectionnés. J'ai été primé 2 fois, donc en 2010 dans la catégorie émergence et puis en 2012 dans la catégorie création-développement. Et c'est des prix qui m'ont été remis par le ministre de la Recherche à chaque fois. Ouais. Et donc ce sont des prix qui félicitent un peu les chercheurs inventaires, soit de produits, soit de services innovants, soit de produits-services innovants. Je me souviens, en lisant ce que vous avez fait, en discutant avec vous, ce camion frigorifique qui peut rouler peut-être de Dakar à Saint-Louis ou de Saint-Louis à Dakar sans avoir besoin de glace là-dedans. Il suffit juste d'utiliser les vibrations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? En fait, on a fait du energy harvesting, donc c'est de la récolte d'énergie. Jusque-là, en fait, dans beaucoup d'objets connectés, en fait, on vient mettre de l'énergie. Il y a toujours un moment où on fait de la maintenance, donc on vient remplacer les batteries ou on vient recharger les batteries. Voilà. Et donc nous, on a inventé un concept de récupération d'énergie en fait, qui vient de vibration. Donc lorsque les camions roulent, ils vibrent beaucoup et en fait, on a des transducteurs qui convertissent en fait, l'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc grâce à ces vibrations, on les convertit en énergie électrique et on utilise cette énergie pour alimenter des capteurs de température qui deviennent en fait autonomes en énergie. Et c'est des moyens de tracer en fait la conservation de la température, la conservation des aliments. C'est très sensible, il y a des normes là-dessus. Par exemple, en Europe, ça s'appelle une norme qui s'appelle EN 12830. Et grâce à ça, on crée une espèce de boîte noire qui permet de savoir si les aliments ont été transportés dans des bonnes conditions de température. Quand ces températures ont été violées, les aliments sont normalement voués à la destruction, en tout cas impropres à la consommation. Voilà, c'est ça. Ce qui fait faire à l'État, en tout cas au système, beaucoup d'économies. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que du coup, les propriétaires des camions, en fait, ne font plus de maintenance, n'envoient plus de personnel changer des batteries. Donc le même personnel, ils peuvent l'affecter à d'autres tâches. Les fabricants des camions qui tiraient des kilomètres de fil, quand les capteurs n'étaient pas alimentés à pile, ils étaient alimentés par des fils. Et en fait, dans ces camions-là, on avait parfois jusqu'à des kilomètres de fils qui sont cachés derrière les caisses isolantes. Et en fait, du coup, ça, c'est des choses qu'on peut ne plus faire. Tout ça, ce qui est bien là-dedans, c'est que le capteur se pose en 2 minutes. Quoi. Et cette technologie, elle a été brevetée. Elle a fait l'objet d'un brevet européen qui a été étendu même aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est dans les bases de données de brevets européennes et américaines. À l'aéroport de Paris, on parle des poubelles cette fois-ci, vous avez placé quand même dans les poubelles, même dans les villes, un système qui permet d'économiser, en tout cas, d'économiser de l'énergie, de la main-d'œuvre, etc. De quoi s'agit-il exactement? Voilà. Donc en fait, dans beaucoup d'applications d'IoT, le problème qu'on a, c'est un problème d'accès à l'information. Par exemple, dans les aéroports, ils ont par exemple beaucoup de petites poubelles
Et comme un aéroport, c'est quelque chose qui reflète un peu l'image d'une ville ou l'image d'un pays, ça doit être tout le temps propre. Et du coup, il y a des contraintes en fait de tournées régulières pour aller voir est-ce que les poubelles sont pleines, etc. Et donc nous, on a eu l'idée en fait on a développé ce capteur-là. C'est quelque chose de concret avec une, vous voyez, c'est une technologie plutôt infrarouge qui permet en fait de sonder régulièrement la teneur, en fait, le niveau de remplissage de la poubelle et qui renvoie l'information par des réseaux qu'on appelle des réseaux IoT, soit un protocole qu'on appelle LoRa, soit un protocole qu'on appelle Sigfox. Ça reste des moyens techniques. Mais en tout cas, la donnée, elle est remontée vers une application web où l'utilisateur de partout. C'est-à-dire, au moment où je vous parle d'ici au Sénégal, je peux vous donner des niveaux de remplissage de capteurs qu'on a installés à l'île de la Réunion ou qu'on a installés à l'aéroport de Paris. Et simplement, grâce à ça, on ajoute des alertes, par exemple SMS, on peut ajouter un paramétrage qui dit que quand la poubelle est pleine à 80%, au lieu d'attendre qu'elle soit à 100%, on envoie un SMS à telle personne, au technicien. Ce qui fait que pendant ce temps-là, le technicien peut être affecté à d'autres tâches. L'entreprise gagne en fait sur deux tableaux, c'est-à-dire il n'y a plus de débordement, et en même temps l'entreprise réutilise une personne qu'elle avait déjà affectée à d'autres missions. Et ainsi donc, ça permet de ne pas perdre de temps du tout ou de ne pas perdre d'énergie. On peut aller plus loin en fait, dans le calcul d'itinéraire. C'est-à-dire que si, par exemple, l'entreprise décide qu'aujourd'hui, on a une grève ou on a moins de moyens ou on a un camion qui est en panne, l'entreprise peut décider, par exemple, de ne collecter que les poubelles qui sont remplies à 80%. Voilà. Et l'application peut lui calculer quel est l'itinéraire optimal. J'en ai fait la démonstration aujourd'hui à Dakar à quelqu'un. Oui. Et effectivement, l'application peut lui calculer quel est l'itinéraire optimal du point de départ au point d'arrivée en éliminant toutes les poubelles qui ne sont pas remplies à 80%. Par exemple, celles qui à 5% ou à 10%, on laisse. Et on ne prend que celles qu'on a sélectionnées et il calcule l'itinéraire optimal. Et ça, c'est cet appareil qui donne ça. Exactement, oui. C'est le couplage, en fait, entre cet appareil-là et une application Internet, en fait. Internet. Vous êtes très actif dans les IoT, Internet of Things. Et vous avez ce même appareil-là, peut-être applicable ailleurs, comme par exemple pour tester autre chose. Oui, tout à fait. En fait, à la base, ça reste des capteurs de niveau. Celui-là utilise une technologie ultrason, celui-là une technologie optique, mais ça reste des capteurs qui mesurent des niveaux. Par exemple, on peut tout à fait utiliser ça pour mesurer une cuve à essence, là où on sait par exemple que dans certains pays, on ne va pas citer de nom, où on mesure encore les niveaux d'essence en fait, avec une barre verticale qui est graduée, qu'on rentre dans la cuve et qu'on ressort, ce qui pose des tas de problématiques, à la fois des problématiques potentiellement de sécurité. Et on a vu quand même qu'au Sénégal, encore au Sénégal, on ouvre la cuve et on met encore ce tube-là avec gradué pour connaître le niveau de l'essence. Et ça, c'est risqué, non? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les photos à l'appui, les photos qu'on vous a présentées, donc montrent qu'on a été voir sur le terrain, effectivement, on ouvre encore des réservoirs, on met une tige et qu'on ressort, et en fonction de l'indication qui a été marquée par le niveau de fluide, en fait, on indique, décide qu'il en reste tel niveau, quoi. Avec cet appareil, on n'a plus besoin de ça. Non seulement on supprime, parce que quand on ouvre une cuve, quand même, il y a un carburant dedans. Quelqu'un peut jeter une cigarette. Avec un mec, ça ne peut pas le faire. Ça reste quand même une matière explosive. L'avantage de ces capteurs-là, c'est que quand on le place dedans, on ferme la cuve, c'est fini. On n'ouvre plus la cuve. Parce que le capteur fait son rôle de mesurer et de transmettre l'information de niveau de remplissage. Et donc derrière, tout le reste, après, on passe dans le monde du numérique, où tout le suivi se fait finalement sur une tablette ou sur un téléphone. Quand vous êtes propriétaire d'une pompe à essence, que vous êtes à Tambacounda, vous pouvez savoir si elle a été approvisionnée, etc. Ou est-ce que la différence de niveau correspond bien à ce qu'on vous a reversé en trésorerie, quoi, voilà. C'est simple, alors simple mais efficace. Oui, tout à fait. Et aussi qui permet aussi, et sécurité aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que vous faites aujourd'hui en Europe, et qui est la fierté de la France et de l'Europe, c'est le summum de ce que l'Europe aujourd'hui utilise en matière de technologie IoT. Tout à fait. Alors, où en est le Sénégal, par votre pays, par rapport à justement ce saut qu'il faut faire vers cette avancée technologique magnifique? D'accord. Bon, c'est déjà bien de rappeler que le Sénégal est notre pays. Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup de Sénégalais à évoluer à ce niveau-là, donc sur le summum de la technologie de l'IoT partout ailleurs. Maintenant, en Afrique, il y a deux choses. Donc la première, je pense qu'au niveau de la réglementation, les fréquences de ces appareils-là, qu'on appelle des fréquences ISM, industrielles, scientifiques et médicales,
En Europe, elles ont été libéralisées. Donc n'importe qui peut faire des expérimentations là-dessus. Et dans un certain nombre de pays africains, c'est soumis à une réglementation, ce qui fait que moi, je n'ai pas le droit de mettre en marche ces appareils-là aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'il faut une autorisation. Parce qu'il faut une autorisation d'une autorité de régulation qui s'appelle la RTP. La RTP. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à cet Internet des objets, je pense qu'au niveau des applications, le Sénégal peut y aller très vite. Ça demande simplement de la formation de jeunes Sénégalais, mais c'est quelque chose auquel on peut accéder assez rapidement. Et au niveau des devices eux-mêmes, aujourd'hui au Sénégal, on utilise quand même une technologie qui s'appelle Raspberry Pi. Ce n'est pas tout à fait industriel, mais c'est un premier pas dans l'IoT. Mais l'objectif, parce que simplement, pourquoi c'est un premier pas? Parce que la Raspberry demande quand même encore une connexion filaire. Ce qui fait que si vous devez en déployer 100, il vous faut tirer 100 fils. Oui. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, l'IoT, en tout cas la ligne qui domine, c'est celle des devices autonomes, un device compact. Oui, effectivement. Donc on peut poser quelque part qui est autonome. Et on oublie. Et on l'oublie. D'ailleurs, le terme que vous utilisez est très important parce qu'on appelle même de système abandonné. Oui, on parle même de système abandonné. Donc ça, on laisse là, on l'oublie et c'est parti. Alors cet appareil a une batterie. Oui. Elle dure combien de temps la batterie? La batterie, elle peut tenir 10 ans. 10 ans. Parce que vraiment, on est dans des systèmes qu'on appelle LPWA, Low Power Wide Area. Donc, c'est des systèmes très faible puissance et qui peuvent transmettre sur des portées de 15 km. Et en fait, qui ont vraiment besoin de très, très peu de puissance. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'ancien système qui existait, par exemple le GPRS, si on veut faire la même chose avec le GPS, un système GPRS qui démarre consomme quelque chose comme 2 ampères, donc 2000 milliampères. Ces systèmes-là, pour transmettre certains niveaux de puissance autorisés, ont besoin de 50 milliampères. C'est-à-dire le rapport, il est de 2000, on passe de 2000 à 50. On est vraiment sur des systèmes très, très sobres en énergie, ce qui fait, en fait, qui ont été conçus vraiment pour ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un device comme ça, tenir 10 ans, c'est la norme. Donc on peut vraiment oser avancer vers l'émergence, vers le développement par des systèmes comme ça. Alors pourquoi alors certains pays africains tardent à comprendre ces choses-là? C'est quoi? Quel est le blocage selon vous? Je sais que c'est une question difficile, mais est-ce que les autorités des pays africains, je ne parle même pas du Sénégal, en tout cas de la sous-région, de l'Afrique, est-ce que vous avez eu des réactions de ces gens-là qui disent, écoutez, nous, on voudrait tester ça chez nous? Oui, c'est la France et l'Europe seulement qui s'intéressent à ça. C'est ça le problème, c'est que c'est une question difficile quand même, parce on va essayer d'y répondre sans vexer personne. C'est vrai que moi, je pense que l'émergence aujourd'hui, ça passe par l'Internet des objets, parce qu'il y a énormément d'applications. Et ce qui est curieux, c'est que les applications, les devices sont les mêmes. Mais l'utilisation peut varier de continent à continent. C'est-à-dire, dans un pays, en Europe, la problématique, ça va être ça. En Afrique, la problématique, ça va être autre chose. Mais en se basant sur les mêmes outils. Ça, c'est une première chose. Après, il y a la question que nous évoquions tout à l'heure, celle de la réglementation. Malheureusement, on peut, c'est même bien qu'il y ait une réglementation dans un pays. Mais c'est vrai que, bon, je pense que là où les fréquences, si les Européens ont libéralisé ces fréquences-là, probablement, ils ont mesuré l'intérêt économique et les retombées. Donc, ils ont comparé, ils ont vu que c'est ça qui peut faire avancer le génie, le génie local. Exactement. Et puis bon, c'est vrai que parfois, tout ce qui est nouveau fait un peu peur, mais en réalité, l'IoT, bon, quand on voit les débits de données qu'on peut passer sur l'IoT, et ensuite tout ce qui est privacy, protection des données, etc., généralement, c'est déjà réglementé par des lois, quoi. Bien sûr. Donc les usagers sont déjà préservés et les fournisseurs de devices sont tenus à respecter cette loi-là, quoi. Donc parfois, je répondais peut-être même à votre question par moi-même une question, c'est que je ne comprends pas toujours pourquoi. Et je vois à travers ça vraiment un vrai levier accessible à nos pays. Et puis peut-être même, c'est un peu vexant pour nous de faire quelque chose ailleurs et de ne pas vraiment le développer dans son propre pays, quoi. Quand on vous pose la question ailleurs, bon, vous esquivez, mais vous savez ce qu'il en est, quoi. Oui, voilà. Absolument. C'est bien dommage. Alors, pendant que vous êtes là, je vais en profiter parce qu'aux États-Unis, c'est que je vois qu'ils ont très bien réglementé les antennes qui fournissent le relais pour les téléphones portables. Et qu'ici, je vois que c'est un peu partout, et tout en sachant que ces pays-là qui ont réglementé ça ont fixé des normes, et ces normes permettent de savoir que ces antennes propagent des dangers qui peuvent mener vers le cancer, etc. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'au Sénégal, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, est-ce que dans les pays africains, d'après vos contacts et vos informations, est-ce que vous pensez que les réglementations sont respectées dans les pays africains, comme au Sénégal par exemple? Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la réglementation, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, ça, parce que j'ai fait une formation j'ai fait beaucoup d'électromagnétisme, donc c'est soumis, ces antennes, c'est soumis à des normes. C'est-à-dire quand vous êtes à X mètres de l'antenne, le niveau de puissance, ça se mesure en volts par mètre. Le niveau qu'on doit mesurer, il doit être de temps. Et il y a ce qu'on appelle, dans le jargon technique, un gabarit. C'est-à-dire quand vous vous rapprochez de l'antenne, le niveau du champ doit augmenter, mais il ne doit pas dépasser un certain niveau. Et quand vous vous éloignez de l'antenne, le niveau du champ doit diminuer. C'est ça qu'on appelle le gabarit. Maintenant, la question qui se pose au niveau des pays africains, c'est est-ce qu'on vérifie ces niveaux d'émission, parce que ce n'est pas compliqué à vérifier, il y a des appareils qui permettent de le faire, au moins d'en avoir une idée précise. Quand on veut le faire sérieusement, il y a des équipements un peu plus compliqués qui permettent de faire des mesures beaucoup plus précises. Mais ce qui est certain, c'est déjà avec quelques appareils, bon, on va dire assez rudimentaires, qui coûtent une centaine d'euros en Europe, on peut déjà s'équiper et aller vraiment faire des tests de niveau de champ électromagnétique émis par les antennes. Et donc ça, c'est une certitude. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que dans les pays africains, ces appareils de contrôle existent? Ces appareils de contrôle existent. Et puis, est-ce que ces tests-là sont effectués? Comment pourrions-nous savoir, nous, en tant que consommateurs, nous qui habitons dans les endroits où il y a toujours des émetteurs de portables, des relais? Il y a deux solutions. Bon, d'abord, ces appareils, je pense qu'ils ne sont pas interdits. Je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas eu vent d'une interdiction de ces appareils. Il y a d'autres types d'appareils, les drones, etc., qui sont interdits dans les pays africains, mais ces appareils ne sont pas interdits, donc tout un chacun peut tout à fait se les procurer. Ensuite, on peut demander à des scientifiques comme moi ou à d'autres de se faire délivrer ces gabarits de champs électromagnétiques normatifs. Et puis, l'autre solution, c'est simplement de poser la question aux autorités. Peut-être qu'elles ont fait des mesures et qu'à certains endroits, les mesures étaient bonnes et que peut-être que ces mesures sont bonnes à être publiées. Voilà. Mais de ce point de vue-là, moi, je pense que ce qui est important, c'est surtout que, voilà, qu'on sache que les antennes qui émettent de ce type-là sont soumises à des normes, en fait, et qu'on ne peut pas laisser une antenne émettre n'importe quelle puissance à l'approche d'êtres vivants. Je sais que votre temps est très serré et que vous avez un avion à prendre, mais je vais vous poser une dernière question quand même. Vous avez été récemment primé aux États-Unis. C'était quoi cette distinction américaine? Voilà, en fait, j'ai déposé en fait un brevet en Europe sur le couplage donc de l'energy harvesting. On a déposé un brevet sur une technologie qui permet de coupler plusieurs sources d'énergie, énergie lumineuse, énergie vibratoire, donc énergie qui vient de l'énergie thermoélectrique, donc une énergie qui vient d'une différence de température de 2 points. Et en fait, on couple ça pour aller alimenter des objets connectés. Et sur ces objets connectés, en fait, on met plusieurs unités de stockage d'énergie, de telle sorte que quand la première source d'énergie charge la première unité de stockage d'énergie, la deuxième source d'énergie peut aller charger la deuxième, la troisième peut aller charger la troisième, etc. Et ce brevet a été accordé en Europe et j'ai eu la bonne surprise justement cette semaine, avant de venir à Dakar, de recevoir un beau diplôme de mon premier brevet accordé aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc de ce même brevet aujourd'hui accordé en Europe, aux États-Unis, en Chine, voilà, et à Taïwan. Voilà. Donc à chaque fois j'ai reçu un beau diplôme et c'est vrai que quand c'est comme ça, on est quand même fiers oui, absolument. à la fois de ce qu'on a fait, mais aussi d'être sénégalais, parce que bon, c'est vrai qu'en Europe, parfois, on nous regarde un peu comme des gens qui sont un peu extérieurs à la science et en tant que noir, comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup contribué à l'humanité. Aujourd'hui, j'ai la fierté de pouvoir dire que, voilà, comme noir, et que certainement je ne suis pas le seul, on a fait avancer l'humanité, parce qu'on a fait des inventions aujourd'hui qui sont protégées dans un certain nombre de pays et qui font avancer la science dans le modeste domaine où on évolue. C'est Sénégalais qui change le monde. Voilà, donc notre invité, Mohamed Fall, fier de vous, Mohamed Fall, vraiment. Alors, quelle est la part du Sénégal dans justement ce succès que vous avez? Êtes-vous prêt à servir le Sénégal comme il le faut?
Servir le Sénégal, oui, toujours, toujours. Ouais. Simplement, moi, je me vois servir le Sénégal plutôt quand même dans le secteur privé. Oui. Parce que je pense que servir, c'est pas seulement servir l'État. Bien sûr, bien sûr. Mais plutôt servir l'économie sénégalaise, quoi. Oui. Vraiment évoluer dans le privé, contribuer à trouver des réponses techniques. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup de besoins. Oui. Parfois, on ne sait même pas que la réponse technique existe. Oui. C'est ça, parfois, c'est un problème de lien. Et moi, ça me plairait bien de jouer ce rôle de lien, d'acteur, qui aide les gens à trouver des solutions techniques pour lesquelles on n'a même pas besoin de réinventer. Oui. La chose existe. Absolument. Et puis derrière ça, je pense qu'encore une fois, l'émergence et la création de métiers dans le service liés à l'IoT, on parle de 50 milliards d'objets connectés en 2020. Là, on l'a raté. Ah oui, absolument. On en a raté d'autres dans celui-là, on ne peut pas faire. Ok. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mohamed. Très bien, merci beaucoup. Merci. Khalil, merci beaucoup de l'invitation. Merci. Donc, mon invité sur ces Sénégalais qui changent le monde, le savant, l'ingénieur, le chercheur, le trouveur, Mohamed Fall, un Sénégalais d'origine qui contribue à donner à l'Europe aujourd'hui le summum de ce qui se fait aujourd'hui en matière de IoT, Internet of Things. Un plaisir de t'avoir reçu, Mohamed. Merci et à très bientôt. Ouais, merci beaucoup, Khalil. Merci beaucoup. Très bien.